20h, l'heure de la bonne heure sur la GTV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette édition, sûreté urbaine d'Oudouad face aux enquêteurs ce lundi, l'information a été donnée par le concerné lui-même, une convocation qui fait suite à des propos tenus lors d'une émission télévisée. 4 anciens présidents de groupe à l'Assemblée nationale ont signé une déclaration de soutien à leurs collègues. L'affaire Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang est loin d'être fini. Convoqué ce lundi 2 février pour l'examen du dossier, le tribunal a renvoyé l'audience au 11 février 2026, une échéance d'environ 10 jours qui vise à permettre aux deux parties de compléter leurs écritures et de produire l'ensemble des pièces sur lesquelles elles fondent leurs prétentions respectives. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Et puis, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a lancé ce lundi à Diamniadio les travaux du projet de loi sur la promotion de l'industrialisation, marquant le début d'un chantier législatif majeur. Vous entendrez Serigne Gueye Diop dans cette édition. Pour le reportage du jour, la cohabitation entre les mototaxis Tchak-Tchak et les bus Tata à Dakar est explosive, caractérisée par des conflits pour l'espace routier et une concurrence acharnée. Cette rivalité alimentée par des infrastructures inadaptées crée un climat de méfiance. Nous parlerons également de l'actualité internationale. Voici le sommaire. Rebonsoir mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Nous sommes lundi 2 février 2026. Démarrons l'édition du soir. Doudouad, deux figures du Parti démocratique sénégalais, a été convoqué ce lundi 2 février par la police après des propos tenus lors d'une émission télévisée à la TFM. Une convocation qui relance le débat autour de la liberté d'expression et de ses limites. 4 anciens présidents de groupe à l'Assemblée nationale ont signé une déclaration de soutien à leurs collègues. Ils s'inquiètent d'une judiciarisation de la parole critique. L'animateur de l'émission télévisée, Pape Ngandiaye, lui est sorti libre vendredi 30 janvier après 11 heures d'audition. Et puis, le tribunal de grande instance de Dakar a ouvert ce lundi 2 février 2026 un nouveau volet judiciaire opposant les deux figures politiques Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Cette fois, si l'affaire concerne un terrain de la propriété foncière, dès l'ouverture des débats, le juge a prononcé le renvoi de l'affaire au 11 février prochain. Ce délai de 10 jours doit permettre aux deux parties de fournir leurs armes juridiques. Selon Maître Baboucar Cissé, conseiller de Mame Mbaye Niang, ce report est purement procédural. Parlons d'autre chose, mesdames, messieurs. L'Observateur national des lieux privation de liberté a organisé à Saly un atelier national consacré à la prise en charge alimentaire et sanitaire des personnes à garde à vue. Cette rencontre réunit acteurs institutionnels et partenaires autour des enjeux liés au respect des droits fondamentaux au milieu de détention. Malaou Tiaou, magistrat et observateur, est revenu sur la question des conditions des détenus dans les prisons. Il est au micro de Astou Sow et Ousmane Biteye. Vous ne pouvez pas regarder, et ce serait exceptionnel, la visite d'un lieu de privation de liberté, particulièrement des lieux de garde à vue, sans que l'observateur ne fasse une recommandation dans ce sens. Les gardés à vue ne sont pas nourris de manière réglementaire. C'est les responsables des lieux de garde à vue qui s'en chargent, ou les familles, ou parfois de bonne volonté. À notre niveau, comme je l'ai dit tantôt, nous avons fait des visites. Régulièrement, l'Observateur national, dans sa mission principale, c'est d'aller faire des visites dans les lieux de privation de liberté. Et parmi ces lieux de privation de liberté, les lieux de garde à vue occupent une place importante. Avec les aspects sécuritaires qui se posent actuellement dans la sous-région, ça essaime de partout. Et partout, c'est des lieux comme ça, des cellules de garde à vue qui sont ouvertes. Mais il faut aller voir dans ces conditions-là comment les gens y vivent.
comment elles sont entretenues. Parce que vous avez la possibilité en tant qu'officier de police judiciaire, de par la volonté de la loi, de priver une personne de sa liberté d'aller et de venir et de la mettre dans une cage appelée cellule. Mais après cela, l'État qui vous a donné les moyens, le pouvoir du moins, de mettre cette personne dans cette cellule, vous a également indiqué les moyens de la prendre en charge de cette personne-là, au point de vue alimentaire et sanitaire. Mais malgré tout, c'est d'autres voies qui sont utilisées pour le faire. Nous voulons savoir. Et la première édition de l'innovation climatique du secteur privé s'est tenue ce week-end à Dakar. Une rencontre pour appeler les entreprises sénégalaises à verdir leur modèle économique. Experts et acteurs privés ont échangé sur les opportunités de la transition écologique, soulignant le financement disponible via le Fonds vert pour le climat. À ce propos, écoutons Madeleine Diouf-Sarr, directrice du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts au Sénégal. Et vous avez le Fonds vert climat qui a des guichets pour le secteur privé, qui peuvent mettre en place des lignes de crédit, en tout cas des prêts, qui peut aussi faire des garanties. Ce sont des instruments qui peuvent faire ce qu'on appelle une participation au capital, ce qu'on appelle l'equity. Et en plus de ça, vous avez peut-être un appui peut-être en subvention, mais moindre. Donc, pour le cas du Sénégal, on a la chance d'avoir la Banque agricole qui a déjà levé avec le Fonds vert climat environ 40 millions d'euros. Et il est en train de mettre en place une ligne de crédit pour surtout le secteur privé et le secteur privé primaire, dans les secteurs notamment de l'agriculture, pour réellement en tout cas booster la résilience de l'agriculture face au changement climatique, tout en générant en tout cas une économie, tout en générant en tout cas des bénéfices financiers à ce secteur. Oui, tous les pays sont tenus au sortir à partir de 2025, donc à partir de 2026, de mettre en place leurs nouveaux engagements face au changement climatique, comme le décline l'accord de Paris. Et le Sénégal est en train de finaliser sa CDN 3.0 avec différents partenaires qui nous accompagnent. Nous avons fait une évaluation d'abord de la CDN 2.0, qui était entre 2020 et 2025, en tout cas pour apprendre de cette CDN et également pour voir réellement, de façon réalistique, vers quoi le Sénégal peut aller. Et je vous le disais en titre, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a lancé ce lundi à Diamniadio les travaux du projet de loi sur la promotion de l'industrialisation, marquant le début d'un chantier législatif majeur. Objectif, doter le pays d'un cadre solide pour transformer l'industrie en moteur de croissance de la souveraineté économique et améliorer concrètement le bien-être des Sénégalais. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop. Avec les agropoles, créer déjà 30 zones agro-industrielles sur l'ensemble du territoire. Notre budget est passé donc de 50 milliards à 350 milliards et ce travail-là continue. Les appels d'offres ont déjà été lancés. Chaque département du Sénégal aura sa propre zone industrielle. En plus de cela, nous avons aussi l'APROSI qui va avoir 10 zones industrielles dans le domaine du phosphate, dans le domaine agroalimentaire, à Touba, à Matam, sur l'ensemble du continent. Du Sénégal. Cela veut dire que donc à terme, nous aurons au moins 45 sites industriels. Aujourd'hui, vous savez tous qu'on a à peine 3 zones économiques spéciales, ici à Diass, à Diamniadio et à Sandiara. L'autre aspect qui est très important dans le cas de cette loi, c'est le patriotisme économique. Vous savez, le Sénégal a une économie extravertie. On l'a dit, 46 à 50% de notre économie, on le sait tous, c'est entre les mains vraiment des étrangers. Alors on n'a rien contre les étrangers, on veut juste qu'il y ait un patriotisme économique. C'est-à-dire que les gens qui viennent investir au Sénégal puissent s'associer avec des Sénégalais, avec l'État, pour que justement l'État puisse aussi et le pays puisse aussi en bénéficier. Le premier, c'est le défi d'abord des sites industriels. Vous savez, l'un des gros problèmes au Sénégal, c'est qu'on n'a pas de sites industriels dédiés à ces activités. On a toutes sortes dans l'aménagement du territoire, comme vous le savez. Vous allez voir des zones de marché, des zones, mais vous allez voir rarement des zones industrielles. L'autre défi, c'est le défi du financement.
Vous savez, pour l'industrie, ça coûte cher. On ne peut pas le laisser seulement au secteur privé. Il faut le financer, il faut le subventionner, il faut l'appuyer. Tous les pays ont fait cela, ça paraît très important. Et le troisième, c'est la protection. Je le disais tout à l'heure, il est hors de question de laisser nos petites industries naissantes, notre agriculture naissante, sans la protéger. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un seul ministère de l'Industrie et du Commerce. Serigne Gueye Diop, à l'instant, parlons d'autre chose dans le cadre de la mobilisation des ressources pour financer le plan de redressement économique et social. Le gouvernement a mis en place une batterie de mesures dont la fiscalisation du mobile monnaie, du transfert marchand, laquelle mesure suscite déjà des inquiétudes et résistances chez les vendeurs et usagers après quelques mois de mise en œuvre. Un reportage signé Amsatou Gano Serigne. Le service de transfert Orange Money a restructuré ses tarifs face à l'application de frais sur les opérations. En effet, les informations récentes indiquent des ajustements de frais d'envoi et de retrait, parfois rapportés autour de 0,8 à 1%. Ce changement n'est pas du goût des Sénégalais. Pour les utilisateurs qui envoient des sommes de 200 000 francs ou plus, ils sont obligés de payer des frais qui s'élèvent à 23 000 francs CFA. Et des frais seront amputés chez le destinataire au mois du retrait. Donc c'est très difficile pour les gens. Les utilisateurs de ce service se disent être déçus par ces nouveaux tarifs. Selon eux, ces frais sont un gap difficile à combler au moment du retrait. Bon, pour ce changement concernant les frais d'envoi et de retrait, c'est vraiment dommage pour les ménages parce que parfois tu as uniquement 10 000 francs sur ton compte Orange Money. Pour retirer ces 10 000 là, tu es obligé d'être amputé 200 francs ou bien même 250 francs. Je suis vraiment déçu vis-à-vis des frais lors du retrait. Par exemple, tu as uniquement 1000 francs sur ton compte Orange Money, mais tu ne peux pas retirer la somme à moins qu'il y ait 10 francs de plus. C'est vraiment dur. Ces changements de la grille tarifaire de cet opérateur sont dus aux taxes que l'État a imposées aux gestionnaires de ces services pour contribuer au redressement économique. Le fait que les gestionnaires d'Orange Money soient obligés de payer des taxes par l'État n'est pas une raison pour qu'ils les récupèrent à travers ces frais. C'est déplorable. Ils auraient pu trouver une autre alternative pour que les Sénégalais ne sentent pas le poids des frais. Ces changements sur les envois et retraits du service Orange Money suscitent l'indignation chez les populations sénégalaises qui estiment que s'il continue sur cette lancée, l'affluence de sa clientèle finira par chuter. Amsatou Gano, le 4e symposium US-Africa Frontières Programme s'est ouvert à Dakar ce lundi 2 février 2026. Cet événement majeur qui se déroule jusqu'au 4 février place le Sénégal au centre de la coopération scientifique internationale organisée par les National Academy of Sciences en partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Le symposium réunit des jeunes chercheurs africains et américains pour favoriser l'innovation et les collaborations interdisciplinaires. À cet effet, écoutons Mokhtar Touré, président de l'ANST, et professeur Balla Diop Ngom. D'Afrique, les scientifiques venant des États-Unis pour créer des ponts de collaboration et réussir des challenges et des défis que nous partageons ensemble. Ce symposium, j'ai dit ce qu'il a de particulier, il vient bien en son heure. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il s'inscrit dans le long terme. Et il inclut des aspects extrêmement importants, qui sont des aspects de transfert de technologie, des aspects de soutien institutionnel et de développement de compétences. Et ils s'inscrivent aussi dans une approche de co-construction, parce que c'est des ateliers de travail qu'ils vont faire, et ils vont construire des projets avec des chercheurs américains, des chercheurs africains, sur des sujets d'intérêt commun. L'Académie est dans sa posture et dans sa mission en apportant sa collaboration à l'organisation de ce symposium. Parce que ce symposium a une signification particulière, parce qu'elle met, comme ça a été dit tout à l'heure,
un binôme des jeunes chercheurs en début de carrière africains et américains sur des thématiques d'avant-garde. Le motif de l'organisation de cette rencontre, c'est rapprocher. Et je vous le disais également en titre, mesdames, messieurs, les interactions entre les mototaxis et les bus Tata mènent parfois à des accidents. Les autocars impliqués dans ces chocs sont souvent saccagés ou pire incendiés. Cependant, les différents protagonistes se jettent mutuellement la responsabilité, n'est-ce pas, Delendiaï? Tata a été incendié ce vendredi 30 janvier après un accident mortel impliquant un conducteur de moto de type Jakarta, un acte très déploré par certains conducteurs de bus. Oui, c'est pas juste. Nous tous, nous sommes des Sénégalais et nos voitures ont des papiers légaux et c'est aussi des voitures privées. Donc je ne vois pas l'intérêt qu'on se batte avec les conducteurs de Jakarta. C'est pas du tout normal et c'est pas juste. Donc je ne vois pas la difficulté. Si à chaque fois qu'un Tata heurte un Jakarta, qu'on incendie des voitures, là c'est pas la bonne formule et c'est pas du tout bon pour le pays. Ce conducteur de Tchak-Tchak estime que les chauffeurs de bus de Tata ne les supportent pas dans l'espace à cause d'une certaine rivalité. C'est un comportement de fadesse. On doit revoir nos comportements. Tous nous sommes des Sénégalais. Il y a des conducteurs de bus, parfois quand ils voient un conducteur de moto Jakarta sur la route, veulent le heurter et c'est pas du tout normal. On est tous des Sénégalais. Je dois dire qu'on doit revoir la façon dont on octroie les permis de conduire parce qu'un chauffeur ne doit pas avoir un tel comportement. Et parfois les conducteurs de bus, ils règlent leur compte sur la route et c'est pas du tout normal et ça peut créer des dégâts énormes. L'État doit sévir avant qu'il n'en soit trop tard. Pape Diouf, chauffeur de bus, soutient que les conducteurs de Tchak-Tchak doivent revisiter le code de la route. Parfois sur la route, tu conduis ta voiture, tu vois un moto à gauche et un autre à droite et c'est pas du tout normal. Parfois ils ne maîtrisent pas le code de la route et parfois ils traversent sans avertir et ça cause parfois des accidents. Donc même si les motos sont très rapides, parfois il faut être prudent et essayer de conduire de manière responsable. Sinon, bonjour les dégâts et ça peut créer beaucoup d'accidents et c'est déplorable. À l'instant, parlons d'autre chose. Présents sur les artères de la capitale, les laveurs de voitures exercent une activité informelle devenue vitale pour beaucoup, mais entre pression de forces de l'ordre et absence de cadre légal, ces travailleurs appellent aujourd'hui l'État à mieux encadrer leur métier. Un reportage signé d'Aïfatou Diop Viendiaï. Sur la voie publique, ces laveurs de voitures expliquent être régulièrement interpellés par les forces de l'ordre et les services municipaux. Une situation qui fragilise leur activité au quotidien. J'ai débuté cette activité il y a longtemps. Notre seul souci, ce sont les policiers et les agents de la mairie. Ils nous déplacent mais ne nous donnent pas de quiétude. Parfois, les gens nous disent que nous ne devons pas être là. C'est vrai, mais nous n'avons pas où aller. On veut que l'État nous aide. Malgré ces difficultés, ils disent vouloir exercer leur métier dans un cadre clair, organisé et conforme aux règles établies par les autorités. Nous rencontrons d'énormes difficultés. Parfois, les policiers versent notre eau ou bien endommagent nos voitures. Nous sommes très fatigués. Nous venons du village pour aider nos parents. Selon eux, un accompagnement de l'État permettrait de mieux structurer cette activité informelle et d'éviter les tensions répétées avec l'administration. Le plus grand problème, ce sont les policiers. Ils nous chassent ainsi que nos clients. On leur demande de nous laisser travailler en paix. À travers ces témoignages, c'est la question plus large de l'encadrement des métiers informels qui est posée, entre nécessité de régulation et
Fatou Diop, parlons maintenant de l'actualité hors de nos frontières. À Kinshasa dit craindre un bilan d'au moins 200 morts après un glissement de terrain massif survenu ce mercredi 29 janvier sur le site minier de Rubuya dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette cité minière géante du nord Kivu, située à une 60aine de kilomètres à l'ouest de Goma, est contrôlée depuis avril 2024 par le groupe armé antigouvernemental M23, soutenu par le Rwanda, selon les Nations Unies. À Madagascar, la tempête tropicale Fitia a traversé Madagascar d'ouest en est ce week-end, selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Fitia laisse derrière lui 7 morts et 54 518 sinistrés après avoir touché terre à l'aube du samedi 31 janvier près de Majunga, dans le nord-ouest de l'île, accompagné de rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 200 km par heure. La tempête tropicale est ressortie en mer affaiblie. Elle a été rabaissée au rang de tempête tropicale modérée par la côte Est dans la matinée du dimanche 1er février 2026. Et cette partie m'a informé, mesdames et messieurs, à l'édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la GTV, la magie de la télé.